Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Joséphine Bernard. Le 12 janvier 2018, la malheureuse est retrouvée morte dans son appartement de Bailly-Romainvilliers, en Seine-et-Marne. Un suicide pour les enquêteurs, mais pas pour sa mère Sylvie, convaincue qu'il s'agit d'un meurtre. Pour la première fois, elle raconte son combat pour faire émerger la vérité. Avec moi, vous entendrez les voix des parents de Joséphine, celles de son frère Benjamin et de 3 de ses amis, celles d'Hélène Leca, avocate, et des journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bailly-Romainvilliers, à 40 km à l'est de Paris. Au 3e et dernier étage de cet immeuble, situé en centre-ville, un appartement reste volé clos depuis le 13 janvier 2018. C'est là qu'habitait Joséphine Bernard, 27 ans. La jeune femme, originaire de Bordeaux, a emménagé 5 ans plus tôt, car elle a décroché un travail de vendeuse dans un célèbre parc d'attractions situé à proximité. Marine est l'une des meilleures amies de la victime. Elle n'oubliera jamais ce samedi soir d'hiver où on lui a demandé de se rendre d'urgence au domicile de Joséphine. Les images sont encore gravées dans sa mémoire. Je me gare à l'arrache en bas de chez elle et je suis accueillie par les pompiers, le SAMU. J'arrive à son étage à elle et je vois tout le monde devant chez elle en fait. Et là, on me dit elle est morte. Je m'écroule sur l'escalier. Je vois son compagnon du coup qui était en crise d'angoisse, je pense. Il regarde dans le vide, pas qui pleure, vous savez, qui reprend plein de respiration. La première réflexe que j'ai, c'est d'aller le voir et de le prendre dans mes bras. Le petit ami de Joséphine semble en état de choc. C'est lui qui a découvert le corps. Il était dans une position pour le moins inhabituelle. Juste derrière la porte d'entrée, sur la droite, il y a une patère au mur à 1,50 m, un foulard pend et Joséphine est assise au sol, inanimée. Ne voyant aucune trace de lutte particulière, il n'y a pas de vol. Pour les policiers, il s'agit immédiatement d'un suicide par pendaison. Seulement, si la police a vite conclu à un suicide, les proches de Joséphine Bernard, eux, envisagent derrière ce drame un homicide. On n'est pas des spécialistes de la médecine légale, mais on se trouve que c'est vraiment étonnant. Joséphine a été retrouvée pendue de façon très anormale. De suite, je dis, c'est une mise en scène. Face à ce décès étrange, Sylvie, la mère de Joséphine, s'est lancée dans un combat, celui pour la vérité. La police, la justice, nous dit, on n'a pas les preuves qu'il s'agit d'un meurtre. Moi, ma réponse, c'est, apportez-moi les preuves qu'il s'agit d'un suicide. Il y a trop de zones d'ombre, trop de questions sans réponse par rapport à ce qui s'est passé. Les enquêteurs et les magistrats ont travaillé avec des œillères pendant très longtemps, trop longtemps. Car vous allez voir que la victime recevait des appels anonymes, se sentait observée et même menacée. Joséphine avait dû changer de numéro de téléphone à ce moment-là pour ne plus être harcelée. Elle voulait se protéger quelque part. Notre fille a été menacée plusieurs fois. Elle m'a dit, si un jour tu me vois dans les faits divers, faudra pas t'étonner. Alors, qui aurait pu en vouloir à Joséphine au point de la tuer? Il n'y a pas un jour ou une nuit où on se fait un film, où on cherche à comprendre, on se pose des questions. On peut pas abandonner. Si on ne nous apporte pas les réponses, on lâchera pas. Tout commence le samedi 13 janvier 2018, près de Bordeaux, à 600 km du domicile de Joséphine Bernard. Sylvie et Richard, les parents de la jeune femme, sont très inquiets. Ils sont sans nouvelles de leur fille depuis maintenant plus de 24 heures. J'avais eu Joséphine en discussion Messenger le jeudi 11 janvier où elle m'avait expliqué qu'elle avait quelques jours de congé et donc il prévoyait de partir avec son copain quelques jours en vacances. Et le vendredi, je lui envoie un petit message.
La soirée se passe, on va se coucher et je dis tiens c'est bizarre, Joséphine ne m'a pas répondu. Elle avait l'habitude de communiquer en permanence avec sa maman. Et au bout de 24 heures, c'était absolument pas normal qu'elle ne réponde pas au moindre message. J'essaye de l'appeler. J'obtiens son répondeur. J'essaye de l'appeler sur son téléphone fixe. Ça sonne et il y a le répondeur qui se déclenche. Un tel silence, c'est inhabituel. Alors Sylvie appelle sans relâche les proches de sa fille en région parisienne. Mais personne ne sait ce qui lui est arrivé. J'avais pas le numéro de téléphone de son copain sur mon téléphone à moi. Et je demande à Richard de prendre contact avec lui pour demander où ils sont, enfin ce qui se passe. Il dit à Richard je pars, je vais chez elle, je vais voir ce qui se passe. Rongé par l'angoisse, Richard, le père de Joséphine, décide alors sur un coup de tête de prendre la route. Un moment dont il se souvient parfaitement. L'inquiétude a grandi. À ce moment-là, j'ai décidé de prendre mes affaires et de partir immédiatement pour Paris. Je sais pas comment le décrire, mais un mauvais pressentiment, une mauvaise. Je sentais qu'il s'était passé quelque chose. Et là, à partir de là, je crois que j'ai vécu la pire soirée de toute ma vie. L'angoisse, l'espoir et une boule dans l'estomac, mais une douleur, mais c'est la pire douleur, la pire de tout. Après 5 heures de route, pied au plancher, Richard arrive exténué à Bailly-Romainvilliers. Et c'est une épreuve des plus douloureuses qui l'attend. Les policiers, comme le petit ami, ont décidé de ne pas le prévenir, de ne pas l'avertir de la situation, histoire de ne pas créer un suraccident. Quand je suis arrivé sur place, la porte est sous scellé. Il est un peu moins de minuit, donc j'appelle le commissariat. Je leur demande pour voir ma fille. Là, on me demande de passer au commissariat de Chessy pour qu'on m'explique les choses. Voilà. On m'annonce qu'elle est décédée et que ça serait une pendaison. Voilà. Et Richard m'appelle, il devait être à peu près 2h du matin pour me dire qu'il est au commissariat et qu'on reverrait plus notre fille. Voilà. Et là, c'est un cri, je me souviens que j'ai hurlé. Il y a mes fils qui m'ont entourée et voilà. La réaction, c'est la sidération, l'incompréhension totale, avant même la profonde tristesse en fait. Voilà. Un monde s'effondre ce soir-là, pour moi en tout cas, et pour toute la famille. Joséphine aurait donc mis fin à ses jours. Pour toute la famille et les proches, la sidération est à la hauteur de l'incompréhension. Rien, en effet, ne laissait présager un tel passage à l'acte. Connaissant Joséphine depuis plusieurs années, quelqu'un de très tellement solaire, tellement sociable, qui aimait les gens, qui aimait discuter, rire, c'était impossible dans notre tête de nous imaginer qu'elle avait fait cet acte en fait. Ce n'est pas possible parce que Joe aimait la vie, parce qu'elle aimait sa famille, elle aimait ses amis, elle aimait son travail, et qu'à aucun moment c'était une personne suicidaire et que c'est impossible, c'est pas possible pour personne. Joséphine n'a jamais donné d'alerte, jamais. Rien que de se dire qu'elle aurait pu abandonner sa famille, c'était pas possible. C'était pas possible quand on a sa maman au téléphone tous les jours, voire plusieurs fois par jour, des messages avec son père, des messages avec ses frères. Non, elle aurait pas fait ça. Rien que pour sa famille, elle l'aurait pas fait. C'était la grande sœur qui était toujours là pour apporter sa joie de vivre, des bons moments. Trop rapide, je suis trop rapide.
Ma sœur, c'était l'élément le plus joyeux de la famille. C'était le monde de Disney, c'était la princesse, c'était la licorne. Il y avait toujours ce côté malicieux, à vouloir faire des blagues, ou très chippie. Elle avait ce côté, voilà, absolument adorable, absolument hyper solaire, hyper bienveillante. Donc c'est vrai que quand on apprend une chose comme ça, le monde s'effondre et en plus on plonge dans l'incompréhension. Joséphine, une jeune femme à qui tout semblait sourire. Une famille aimante, des amis fidèles, un travail épanouissant à Disneyland Paris. Mais pour les policiers, hors de question d'envisager une autre thèse que celle du suicide. Le policier me dit Madame Bernard, on connaît notre travail, on est sûr de nous, il n'y a pas de traces de lutte, il y a pas de, je sais pas, vous connaissez votre métier, mais moi je connais ma fille et ça c'est voilà quoi. On a des gens qui nous disent excusez-nous d'être brutal, monsieur et madame Bernard, mais votre fille s'est suicidée, on sait de quoi on parle, on est des policiers, on voit ça tous les jours et circuler, il n'y a rien à voir. Les amis de Joséphine ont eux aussi l'impression que dès le départ, l'enquête est orientée et que personne ne veut écouter leurs arguments. On a été convoqué au commissariat de Chessy pour aller témoigner. Et en fait, on y allait aussi pour justement témoigner sur le fait que Joséphine était quelqu'un de solaire, qui aimait la vie et voilà. Mais je me souviens que l'accueil a été relativement froid au commissariat. L'impression de déranger, peut-être. J'ai vraiment pas eu l'impression d'être pris au sérieux en tous les cas. Il nous pose la question, pas dans le sens qu'est-ce qui s'est passé selon vous ? C'est vraiment pourquoi elle s'est suicidée. On se dit vraiment dans leur tête c'était le suicide et c'est tout. J'ai eu l'impression qu'on me bloquait un peu la parole et qu'on m'amenait à vouloir dire que Joséphine s'était suicidée. Si les policiers vont peut-être vite en besogne, c'est aussi parce que dès le départ de l'enquête, ils se fient à un seul et même témoignage, celui du petit ami de Joséphine. Dans cette première audition, il va aller déclarer que Joséphine lui a fait le coup de la menace au suicide 6 ou 7 fois. Il leur dit que effectivement Joséphine n'allait pas bien, qu'elle lui faisait souvent du chantage amoureux en lui disant bon bah si tu ne viens pas, je ferai ça, je vais mal. Un chantage au suicide, pour l'entourage, cette version ne tient pas. Les proches de Joséphine sont unanimes. Jamais elle a pu lui dire je vais me foutre en l'air si se passe quoi que ce soit. Jamais. Pas Joséphine. Je l'imagine pas. Pas une seule fois. Joséphine était très forte. En aucun cas, voilà, elle aurait dit non, mais en gros, si tu me quittes, je me suicide. Non, c'était tellement pas elle. C'est pas le tempérament de Joséphine, surtout que elle a déjà dit se foutre en l'air pour un mec, jamais de la vie. Malgré tout, depuis 4 ans, la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Car le petit ami était souvent insaisissable. Chaque fois qu'ils devaient partir en voyage, où Joséphine prévoyait des voyages pour eux deux, leurs premières vacances officielles ou des choses comme ça, à chaque fois il y avait quelque chose, alors c'était en général 2-3 jours avant le départ officiel, il y avait toujours quelque chose qui faisait que lui ne pouvait pas partir avec elle. Plusieurs fois, moi j'ai eu Joséphine au téléphone, ou même quand on vivait ensemble toutes les deux, je rentrais le soir et puis elle était sur le canapé en train de pleurer parce que c'était terminé entre eux. Pendant 4 ans, il y a dû y avoir au moins une quinzaine de ruptures. Parfois, ça durait une nuit. C'était ça y est, c'est terminé. Et puis le lendemain, il lui a apporté des fleurs. Voilà. Et puis, l'homme semble se cacher comme s'il n'assumait pas la relation. Pour preuve, une fâcheuse habitude qui a vite interpellé les amis de la victime. Joséphine, c'est quelqu'un qui faisait énormément de photos. Vraiment énormément de photos. De tout et n'importe quoi d'ailleurs. Mais il y a très peu de photos où lui apparaît. Lorsqu'on était en soirée, lui n'apparaissait jamais sur les photos.
Pourtant, entre la jeune femme et son petit ami, tout avait bien commencé. À l'époque de leur rencontre, tous les deux travaillent à Disneyland Paris. Ils se sont rencontrés en fait sur leur lieu de travail et ça a été un coup de foudre immédiat. Et dès qu'elle l'a rencontré, c'était lui, personne d'autre. Quand on écoutait Joséphine, il était absolument parfait. Il était très drôle, bienveillant. Il posait des fleurs sur sa voiture, il venait la voir au boulot, il lui apportait ça pouvait être n'importe quoi, des gâteaux, des cadeaux, des choses comme ça. On a même entendu parler de fiançailles, d'enfants, elle se voyait vivre sa vie avec lui de toute façon. Alors, Joséphine, lassée du manque d'investissement de son amoureux, aurait-elle pu commettre un geste désespéré? C'est la conviction des enquêteurs. Ils en sont tellement persuadés qu'ils vont négliger des éléments qui auraient pu livrer de précieux indices. Comme l'écharpe avec laquelle Joséphine se serait pendue. Je retourne au commissariat de Chessy et là, on me dit voilà, on a l'écharpe qui a servi à la pendaison. Donc ils sortent une grande enveloppe Kraft et là ils vident l'enveloppe Kraft sur la table. Ils me disent voilà, vous pouvez la prendre si vous voulez. Et on n'a pas cherché à savoir s'il y avait un autre ADN que celui de Joséphine sur ce foulard qui a servi à l'étrangler. Rien n'a été exploité. Et ce n'est pas tout. D'autres objets saisis au domicile de Joséphine ont curieusement disparu. Lors de la découverte du corps de Joséphine, ils ont saisi des couteaux sur une table, de grands couteaux. On demande où sont ces couteaux à ce moment-là. Et là, pas de réponse du tribunal. Les couteaux ont disparu. C'est des disparitions de preuves qui sont quand même qui interpellent et qui n'aident pas à la manifestation de la vérité. Pour être sûr que c'est un suicide, il faut vérifier les autres pistes. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres portes qui ont été ouvertes que celle du suicide. Des ratés, il y en a tellement que c'en est effarant. Il y a vraiment des erreurs qui sont incroyables, qu'on voit très rarement à ce niveau-là. 5 mois après la découverte du corps sans vie de Joséphine, l'affaire est classée sans suite. Pour la famille, c'est insupportable. Notre réaction, c'est de dire, mais on peut pas abandonner. Et donc on décide, à ce moment-là, dès la sortie de chez la substitut, on décide de se constituer partie civile dans une procédure pour homicide volontaire. Sylvie et Richard ne croient pas à la thèse du suicide. Et vous allez voir qu'il y a de bonnes raisons à cela. En effet, rien ne laissait présager que Joséphine aurait eu l'intention de mettre fin à ses jours. Bien au contraire. La jeune femme avait des projets, comme en atteste Sébastien, l'un de ses plus proches amis. Avec Marine et Joséphine, on prévoyait de se faire un petit week-end au mois de janvier pour aller souffler après les fêtes de fin d'année. J'ai une amie d'enfance de Joséphine qui m'envoie un message pour me dire Sylvie, je viens d'apprendre la nouvelle. C'est pas possible parce que, comme tu sais, je me marie en mai 2018 et elle était avec ma petite sœur sur Messenger vendredi après-midi à préparer mon enterrement de vie de jeune fille. Les parents de Joséphine ne s'expliquent pas ce geste. D'ailleurs, la jeune femme n'a laissé aucun message avant de passer à l'acte. Il n'y a pas de lettre d'adieu. Elle ne laisse aucune trace, aucune lettre de sa volonté suicidaire. Or, elle était tellement proche de ses parents qu'on a du mal à imaginer, en tout cas eux ont du mal à imaginer, qu'elle aurait pu se suicider sans donner une explication. Sylvie et Richard se raccrochent aussi à une étonnante confidence, survenue peu après le décès, celle d'un policier qui n'est pas du tout en phase avec ses collègues. Richard me dit au téléphone que le policier qui l'a reçu lui annonce
que la scène n'est pas du tout habituelle, que l'appartement est rangé, qu'il y a sa valise de prête, un sac de courses. C'est une scène de suicide avec un environnement inhabituel. À ce moment-là, le policier me dit « Prenez un avocat, voyez tout de suite pour vous porter partie civile afin d'avoir accès au dossier. » Mais les circonstances sont troublantes. Il faut dire que dans l'appartement où Joséphine aurait mis fin à ses jours, de nombreux détails ont de quoi surprendre. Joséphine a été retrouvée, alors même qu'elle fait près d'1m76, pendue de façon très anormale. Une pendaison presque allongée sur un porte-manteau qui clairement arrivait aux épaules de Joséphine. Il y a rien de logique là-dedans. Et je pense pas qu'il faut être expert pour comprendre qu'il y a un problème. Cette patère, d'ailleurs, on se demande comment est-ce qu'elle a pu résister au poids de la victime, donc Joséphine, qui fait à peu près 70 kilos et qui surtout a dû forcément convulser au moment de sa mort. Alors c'est se pendre en position assise, à une patère d'1m50 du sol, c'est pas ce qui est le plus fréquent, mais ça arrive. Il suffit qu'il y ait cet espace-là une fois qu'on est dans la position assise, et en fait on peut pas se décrocher. Il n'empêche, une découverte conforte les parents de Joséphine que leur fille ne s'est sans doute pas suicidée. Elle a eu lieu au funérarium de l'hôpital de Marne-la-Vallée, où leur fille repose. Dans le funérarium, on nous présente notre fille sous un voile, sous un drap. Et je me souviens demander à l'infirmière qui est là sur le côté, je lui dis mais pourquoi elle a des marques sur les épaules? Elle avait 2 marques bien similaires, comme si on avait marqué ses épaules, et donc elle a des traces d'hématomes sous la peau. C'est quelque chose qui me surprend. C'est-à-dire que je m'attendais à avoir des marques sur son cou. Effectivement, elle est un peu rouge au cou, mais ces hématomes sur ses épaules, je comprends pas pourquoi. Ces traces d'hématomes décelées au niveau des clavicules de Joséphine résultent-elles vraiment d'une agression? Aussi incroyable que cela puisse paraître, impossible d'en avoir le cœur net, car ce n'est pas une autopsie, mais un simple examen du corps qui a été pratiqué. Une décision pour le moins expéditive prise par le magistrat de permanence. Un examen de corps, finalement, c'est le niveau en dessous quelque part. Cet examen, en tout cas effectué par quelqu'un qui n'est pas spécialisé dans le domaine, ne permet pas parfois d'avoir la finesse de ce que peut révéler un légiste qui a l'habitude justement de trouver des choses qui parfois sortent un peu de l'ordinaire. Or, en se renseignant sur le médecin qui a examiné le corps, les parents de Joséphine vont découvrir qu'il est loin d'être un légiste confirmé. Le corps a été donc étudié par un médecin qui en plus n'était même pas inscrit à l'ordre au moment où il a étudié le corps de Joséphine, et surtout il est fait dans un endroit où on étudie les ITT, donc les arrêts de travail de tout un chacun. C'était un médecin qui n'était pas inscrit sur les listes judiciaires, qui lui permettraient donc d'attester de la véracité du dit suicide ou d'une vraie recherche des causes de la mort. Voilà, il n'était pas assermenté, donc ce n'était pas un vrai examen légiste. Ce n'est que 8 mois après le drame, grâce à la pression de la famille, que le corps de la jeune femme est finalement exhumé et autopsié. Hélas, il est beaucoup trop tard. On n'a pas eu le choix que d'accepter que cette autopsie soit faite, parce que sinon c'était contre nous. Le médecin légiste qui a établi le rapport a mentionné qu'il déplorait que l'examen soit fait aussi tard sur excusez-moi mais ça c'est toujours difficile, sur des chairs qui étaient déjà voilà.
Les traces de suffocation ou d'asphyxie qui peuvent être faites ne sont plus visibles à cette époque-là. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas eu, ça veut juste dire qu'on ne voyait pas. Ce qui veut dire que de toute façon, il était trop tard. Et donc cet examen, effectivement, n'a pas pu révéler de traces de l'intervention d'un tiers. C'est là qu'ils comprennent finalement que ça va être à eux de travailler, d'enquêter et de rechercher les causes réelles de la mort de Joséphine. En fin de compte, la seule information fiable que le corps a révélée, c'est l'heure du décès, estimée aux alentours de 18 heures, la veille de la découverte de Joséphine, c'est-à-dire le vendredi 12 janvier 2018. Forcément, dans ce genre d'affaires, tous les regards se tournent alors en premier lieu vers le compagnon. Et justement, les proches de Joséphine s'interrogent à son sujet depuis le départ, lorsqu'il s'est empressé de confirmer la thèse du suicide. Alors pourrait-il avoir voulu brouiller les pistes et cacher son implication? Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode, consacré à l'affaire Joséphine Bernard. Dans la deuxième partie, vous allez découvrir que l'amant de la victime, un homme marié et père de famille, pourrait être mêlé à la mort de la jeune femme. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la deuxième partie de cet épisode, consacré à l'affaire Joséphine Bernard, vous allez découvrir qu'un homme marié et père de famille a peut-être joué un rôle dans la mort de la jeune femme. Avec moi, vous entendrez les voix des parents de Joséphine, celles de son frère Benjamin et de 3 de ses amis, celles d'Hélène Leca, avocate, et des journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. En fait, le petit ami de Joséphine aurait pu avoir un mobile. Souvenez-vous, le couple était en permanence au bord de la rupture. Et cela pour une raison simple, le compagnon de la victime menait une double vie. C'est 1 an après leur rencontre que Joséphine découvre le poteau rose. Ils sont en soirée sur Paris. Et lui part chercher, alors je sais pas, peut-être une boisson ou autre, mais il laisse Joséphine dans sa voiture et Joséphine, instinctivement, ouvre la boîte à gants pour rechercher quelque chose sûrement et elle trouve une carte de mutuelle à son nom à lui. Et dessus, il est bien noté qu'il a eu un enfant quelques mois auparavant. Donc Joséphine découvre ça en plein Paris dans une voiture le soir. Il remonte dans la voiture et elle lui demande des explications et c'est là où il lui fait comprendre que oui, ça fait peut-être 1 an qu'ils sont ensemble, mais lui, ça fait quelques années qu'il est marié et il vient tout juste d'être papa. Et Joséphine le découvre 1 an après leur relation officielle. À l'époque, pour Joséphine, c'est un coup de tonnerre. Le petit ami est non seulement père de famille, mais il est aussi marié. Folle amoureuse, elle accepte cependant cette situation. Il avait dit à Joséphine qu'il ne vivait plus avec elle et qu'il s'était séparé d'elle après la naissance de leur enfant et qu'il était reparti vivre chez ses parents. Il lui avait retourné le cœur et le cerveau avec ses mensonges et lui faire croire qu'il allait un jour vivre avec elle. Il donnait un peu de temps à Joséphine en lui faisant croire qu'il y avait qu'elle qui existait. Et puis finalement, de l'autre côté, il vivait sa vie aussi avec sa femme et son enfant. Alors, Joséphine Bernard aurait-elle posé un ultimatum à son compagnon? L'homme marié aurait-il voulu se débarrasser de sa maîtresse devenue trop encombrante? Voilà qui aurait pu alerter les policiers. Dans sa vie depuis 4 ans, il y avait quand même une relation qu'elle vivait avec quelqu'un qui n'était pas saine. C'était la 2e femme. Elle avait le rôle d'amante d'un homme qui était déjà marié, qui était papa à ce moment-là. Donc forcément, c'est problématique ce genre d'histoire. Et personne n'a voulu creuser à ce moment-là. Quasiment aucune question n'est posée sur la relation tumultueuse que Joséphine entretient avec son conjoint. Rien ne semble pouvoir laisser penser qu'il s'intéresserait au moins à cette relation ou à la personnalité du conjoint de Joséphine. Il faut quand même se poser raisonnablement des questions de savoir si y a pas quelque chose qui cloche. Je dis pas qu'il y a quelque chose qui cloche. Je dis on peut se poser la question de savoir si. Pour essayer d'en apprendre davantage, Sylvie et Richard ont d'abord l'idée d'éplucher les communications téléphoniques de leur fille.
mais tout semble avoir été mystérieusement effacé. Suite à la restitution du téléphone de Joséphine et de son ordinateur, on va effectivement les ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. On regarde le téléphone et puis on s'aperçoit que l'application WhatsApp, on peut pas l'ouvrir, elle est bloquée. On sait pas pourquoi. Et les messages SMS, y a rien. Mais les parents de Joséphine ont un atout dans leur manche. En se constituant partie civile, ils ont eu accès à toutes les pièces du dossier et grâce au relevé des appels, ils identifient le dernier interlocuteur de leur fille, quelques minutes avant l'heure supposée de sa mort. La dernière communication a eu lieu à 17h52, un peu avant 18h. Avec son copain. Et il dure 3 minutes. Et donc les parents demandent au petit copain, mais qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous avez sans doute dû vous dire peut-être des choses importantes. Je m'en souviens plus. C'est un exceptionnel. Il se souvient pas, et il n'a pas de mémoire. À la demande des parents de Joséphine, les enquêteurs auditionnent à nouveau le petit ami. Lors de sa première audition, il s'était confié sur les envies suicidaires de Joséphine. Mais cette fois-ci, surprise, il fait volte-face. Deuxième audition, le policier revient sur le soi-disant côté suicidaire de Joséphine, et là il dit que il se souvient plus trop bien en fait, il sait plus. Et à la troisième audition, il va déclarer qu'en fait non, Joséphine n'a jamais évoqué l'idée du suicide, jamais. Le policier qui l'a interrogé ne l'a pas mis face à ses contradictions. Il lui a pas dit, mais pourtant, vous aviez dit ça en janvier. Non. À aucun moment, il a été mis face à ses contradictions. Aucun moment. Dans le cadre de l'audition libre, le suspect peut à tout moment partir, se lever et décider de se taire. L'alternative à l'audition libre, c'est une mesure de garde à vue, parce qu'il existe des indices graves et ou concordants à l'encontre d'une personne. Qu'ils n'avaient pas suffisamment de billes, comme on dit, pour le faire. Les enquêteurs ne poussent pas l'interrogatoire davantage, mais la magistrate chargée de l'affaire ordonne tout de même la saisie et l'analyse du téléphone portable du petit ami. Seulement les résultats ne vont pas leur apprendre grand-chose de plus. Il n'y a plus aucune photo, plus aucun message entre lui et Joséphine. Donc on a effacé l'histoire de ce couple. Là encore, c'est bizarre parce que si elle s'était suicidée, il peut garder dans son téléphone une trace de cette femme qu'il a aimée. Même s'il efface des trucs sur le téléphone, il efface pas tout. Or là, rien dans le téléphone portable de Joséphine et rien dans le sien. Le soir du décès de Joséphine, son copain a éteint son téléphone à 21h30 et ne l'a rallumé que le lendemain matin. Il le fait jamais. Hein. On s'aperçoit il le fait jamais. Il éteint jamais son téléphone. C'est quand même tout un tas d'éléments troublants qui n'ont pas du tout été remarqués par les enquêteurs. Le petit ami a-t-il éteint son téléphone pour masquer ses traces? L'hypothèse est séduisante, mais il y a un problème. L'homme a un alibi pour le 12 janvier, le jour de la mort de Joséphine. Alors, le petit ami a effectivement un alibi qui semble extrêmement solide. Il affirme qu'il était à Troyes, dans la ville de Troyes, dans l'Aube, avec son épouse et un couple d'amis. Effectivement, il est à Troyes pour aller faire les soldes dans les magasins, des soldes. Voilà. Son alibi. Ils ont été faire des courses et ils sont rentrés vers 22h ou 22h30, à une heure où, a priori, Joséphine était déjà morte selon les éléments qu'on a dans ce dossier. Si le petit ami n'a rien à voir avec la mort de Joséphine, qui aurait pu s'en prendre à la jeune femme? C'est encore une fois l'analyse de son téléphone portable qui va orienter l'entourage sur une nouvelle piste. Souvenez-vous,
Les messages envoyés et reçus par Joséphine n'étaient plus accessibles, comme si on avait voulu cacher des communications compromettantes. Mais dans l'appareil, les parents de la jeune femme font une autre découverte importante. Joséphine avait une application de podomètre sur son téléphone. Et là, en regardant son podomètre, on s'aperçoit qu'effectivement, alors aux alentours de 16 heures, il y a beaucoup de pas parce qu'elle fait ses courses. Donc, normal. Puis après, plus rien. Et puis d'un seul coup, il y a un pic de pas, juste avant 18 heures. Donc juste avant l'heure probable de son décès. Le podomètre indique 300 pas. Or, le père a fait une sorte de reconstitution. Il s'est dit 300 pas, elle est allée où? Admettons qu'elle soit à la maison. Si elle est à la maison, 300 pas, qu'est-ce qu'elle est partie faire? Elle est allée où? Et donc il a descendu les 3 étages. Il a remonté ces 3 étages et ça faisait approximativement 300 pas. Ce qui veut dire que Joséphine, ou en tout cas quelqu'un qui avait son téléphone, parce que juste avant 18 heures, a descendu ces 3 étages et a remonté ces 3 étages. Pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'elle soit descendue, ouvrir la porte à quelqu'un à qui elle n'aurait pas voulu donner le code, et remonter ensuite avec ce quelqu'un qui pourrait être son meurtrier? Ça n'a jamais été envisagé. Et il y a plus troublant. Il existerait une preuve que quelqu'un a bien utilisé le téléphone de Joséphine, et cela après sa mort. On s'aperçoit aussi que donc il y a une activité Google à 23h08 alors qu'elle est censée être décédée aux alentours de 18h et qu'il n'y a rien entre 18h et 23h08 sur l'activité Google sur le téléphone. Je bloque là-dessus, je me dis c'est pas normal. Pourquoi il y a cette activité Google? Qu'est-ce que ça veut dire? À ce moment-là, je vais donc contacter des jeunes geeks qui vont me dire non, c'est une activité manuelle. Là, en l'occurrence, c'est une recherche effectuée manuellement sur le téléphone de Joséphine à une heure où elle était censée être morte. Si c'est pas troublant, ça. Un scénario semble se dessiner. Le soir de sa mort, Joséphine aurait accueilli chez elle un mystérieux visiteur. Les choses auraient mal tourné, et pour dissimuler son crime, le meurtrier aurait maquillé la scène en suicide, avant d'effacer ses traces sur le téléphone portable de sa victime. Et tout porte à croire que Joséphine connaissait son bourreau. Cela paraît fou, mais à en croire ses proches, la jeune femme se sentait en danger. Car à plusieurs reprises, dans les semaines qui ont précédé sa mort, on aurait tenté de l'intimider. Elle a des appels anonymes, des numéros inconnus. Et une fois, il y avait une femme à l'autre bout du fil qui, lorsque j'ai répondu moi, qui me dit « Est-ce que Joséphine est là ?» Non. Et ça a raccroché de suite. Et instinctivement, on se dit qui peut chercher Joséphine sans se présenter? Joséphine était harcelée, elle recevait des coups de téléphone anonymes, elle se sentait épiée, elle se sentait surveillée. À 2 reprises, Joséphine avait changé son numéro de téléphone. Et quand je lui avais posé la question de savoir pourquoi elle avait changé de numéro, elle m'a juste dit c'est parce que je commence à recevoir trop d'appels malveillants. Et aussi son profil Facebook. Joséphine, au départ, c'était Joséphine Bernard. Et puis finalement, un jour, je vois une Petrouchka. Et là, pareil, elle me dit c'est par rapport au travail, t'inquiète pas, comme ça au moins je sais qu'ils pourront plus me trouver. Joséphine disait-elle toute la vérité? Son entourage en doute, car elle n'a jamais parlé du moindre problème à son travail. En revanche, elle aurait évoqué des tensions avec la famille de son compagnon. La famille du petit ami était farouchement opposée à cette liaison. Il faut savoir que lui est de confession musulmane. Et donc, d'après les dires de Joséphine à ce moment-là, sa famille accepte mal qu'il voit une Française non musulmane. Il avait émis l'envie et le désir de vivre avec elle. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu aussi des menaces de la part de sa famille à lui, parce qu'effectivement,
quitter sa femme et renoncer à ses engagements religieux, maritaux, était quelque chose de, je pense, pas acceptable. Je reste persuadée qu'il était très amoureux de Joséphine, mais qu'à côté, il y avait une famille qui prend peut-être un petit peu trop de place pour lui et ça devenait difficile de gérer tout ça. Tout porte à croire que Joséphine était un élément perturbateur pour la bonne marche du couple du petit ami et de sa femme. Je pense que c'est pour ça qu'elle a reçu des appels régulièrement. Je dirais pas que c'était des menaces directes, mais ça restait quand même des menaces de oublie-le. Selon Pauline, l'une des plus proches amies de Joséphine, l'épouse du petit ami aurait même essayé d'entrer en contact avec sa rivale. Elle affirme en avoir été témoin. J'ai vu sa femme officielle venir sur le lieu de travail de Joséphine. Alors pour le coup, Joséphine n'était pas là ce jour-là, c'était moi qui étais là. Et j'ai voulu aller vers elle. J'ai voulu aller vers elle pour discuter avec elle et elle a fui. Et elle a dû voir des photos de moi avec Joséphine, forcément, puisqu'elle a regardé régulièrement son profil Facebook. Je sais qu'elle avait son numéro de téléphone, je sais qu'elle a essayé de la joindre plusieurs fois aussi. Alors, la famille du compagnon pourrait-elle être impliquée? Joséphine avait-elle d'autres problèmes qu'elle aurait cachés à sa famille? Quoi qu'il en soit, Sylvie, sa maman, se souvient d'une confidence de sa fille quelques mois avant sa mort. Des mots qui aujourd'hui font froid dans le dos. Elle m'a dit, si un jour tu me vois dans les faits divers, faudra pas t'étonner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on sait ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'on l'a retrouvée morte et qu'on doute aujourd'hui de savoir si elle a été tuée ou si elle s'est suicidée, sa mère réentend cette phrase, un peu comme si c'était une phrase prémonitoire, comme si elle savait quelque chose qu'elle n'aurait pas dit à ce moment-là. C'est vrai que c'est troublant. Cette phrase hante les proches de Joséphine, d'autant qu'ils ont rassemblé des indices troublants. Dans l'appartement de la jeune femme, toutes les traces de la relation controversée se sont comme volatilisées. Très vite, moi, je m'aperçois qu'il manque des photos. Parce que dans l'appartement de Joséphine, il y avait des photos où ils étaient tous les deux. Et il n'y avait plus ces photos. Ces photos existaient, du jour au lendemain, elles n'existaient plus. Et ça nous a tous frappés puisqu'on en avait discuté en se disant c'est étrange parce qu'il n'y a plus aucune photo de eux deux, en fait, dans l'appartement. Donc on trouve ça un peu étrange, on lui signale. Je sais pas ce que sont devenues ces photos. On a effacé la présence de cette histoire au moment où elle meurt. Et c'est vrai que c'est étonnant. Alors là encore, c'est pas un élément archi solide à charge, mais c'est un fait. À cela, il faut ajouter certaines déclarations que des membres de la famille du petit ami ont faites face aux policiers. Quand on entend dans les premières auditions que personne n'était au courant de l'existence de Joséphine, ça reste, c'est quand même problématique. C'est problématique parce qu'on sait pertinemment que certains ont rencontré Joséphine. Donc pourquoi dire aux enquêteurs au début, non, on sait pas qui c'est. On sait pas qui c'est, on la connaît pas. C'est quand même cacher quelque chose. Dans le dossier, Sylvie et Richard, les parents de Joséphine, ont aussi mis en évidence des activités téléphoniques inhabituelles. On va constater que le jour de son décès, plusieurs personnes de l'entourage de son ami ont éteint leur téléphone. L'après-midi et le soir de son décès. C'est des choses qu'ils ne faisaient jamais avant ni après. Donc, mais ce jour-là, il y a au moins 2 personnes qui ont éteint leur téléphone et on ne sait pas pourquoi. Tout est comme ça dans ce dossier. Tout est comme ça. C'est-à-dire que on a à chaque fois 2 directions, on peut avoir 2 réflexions contradictoires. À ce jour, ni le petit ami, ni son entourage n'ont été inquiétés par la justice. Mais pour Sylvie, la mère de Joséphine, la frustration est grande car l'enquête n'a pas permis de dissiper ses doutes. S'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que lui, il sait. Lui, il sait ce qui s'est passé. J'ai jamais dit que c'était lui.
Je vous dis juste qu'il y a des gens qui n'acceptaient pas cette relation. Mais j'ai jamais dit que c'était lui. Pour cette mère en détresse, l'attitude du petit ami n'est au minimum pas à la hauteur de l'amour qu'il disait éprouver pour Joséphine. On l'a jamais revu. Et il a jamais essayé de faire quoi que ce soit. Jamais. Et il n'a pas cherché à nous joindre par la suite. Je pense que c'est à son tort. Parce que si après ce genre de drame dans une famille, le fait justement de se manifester, de prendre des nouvelles des proches, de prendre des nouvelles de la famille, c'est aussi une façon de ne pas se rendre coupable quelque part. Et le soutien aurait pu aussi prouver au reste de la famille et des amis que il n'était pour rien. De près ou de loin, je ne l'accuse pas, mais en tous les cas, voilà. Mais là, effectivement, comme c'est un silence radio, la plupart du temps, quand on se tait et qu'on ne dit rien, c'est que on se reproche des choses. Voilà. Cet homme, nous avons retrouvé sa trace. Depuis le drame, il est toujours marié à la même femme. Nous l'avons joint par téléphone afin de recueillir son témoignage. Ça m'intéresse pas de m'entretenir avec vous, en fait. Une enquête qui a été faite est terminée. Malgré des doutes émis par les parents? Ils peuvent avoir tous les doutes qu'ils veulent, il y a une enquête qui a été faite pour. L'enquête continue, vous êtes au courant? Peu importe qu'elle continue ou pas, c'est classé fin. Aujourd'hui, l'instruction se poursuit pourtant bel et bien avec la nomination d'un nouveau magistrat. Le nouveau juge d'instruction vient à peine d'être désigné. Ce qui, je l'espère, est peut-être une bonne nouvelle puisque c'est un regard neuf sur cette affaire. Les enquêteurs et les magistrats ont travaillé avec des œillères pendant très longtemps, trop longtemps. La famille de Joséphine espère que la nomination d'un nouveau juge puisse élucider cette affaire. En attendant, chose incroyable dans une affaire criminelle, l'État va être sanctionné. En 2022, le tribunal administratif de Paris va finalement condamner l'État pour faute lourde dans cette enquête, en insistant sur le fait qu'il est indéniable qu'il y a eu énormément d'erreurs et de ratés dans cette procédure qui effectivement vont considérablement réduire les possibilités d'établir la vérité dans ce dossier. Vous savez qu'une juridiction administrative reconnaisse les fautes de l'État, c'est plutôt rarissime, oui. Cette reprise en main de l'enquête donne un nouvel espoir aux proches de Joséphine, celui d'être enfin écoutés, et que les deux téléphones entre les mains de la justice, celui de Joséphine et de son petit ami, soient enfin analysés minutieusement. On demande à ce que le téléphone du compagnon de Joséphine soit envoyé au CTA, donc le Centre technique d'assistance, qui ont également dans leurs locaux le téléphone de Joséphine, toujours. A priori, ce sont les derniers experts dont on puisse espérer qu'ils réussissent à trouver les fameux éléments effacés. À partir du moment où on a les deux appareils de téléphone, effectivement, l'espoir, c'est qu'on puisse les faire parler, retrouver le contenu des messages entre les deux, entre Joséphine et son petit ami. Il faut que les deux portables soient analysés. Il faut que celui de Joséphine soit analysé. Il faudrait que cet homme-là, de cet homme-là, soit analysé aussi. Peut-être aussi celui de sa femme. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ce fameux soir-là, il y a quand même des téléphones qui ont été éteints. Des téléphones éteints de son côté à lui. Et du côté de Joséphine, on a quand même une activité qui a été vue sur son portable après son heure de décès officielle. Donc il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Pour les amis et la famille de Joséphine, l'attente est insupportable. Et le deuil, forcément impossible. Mais tous sont décidés à puiser dans leurs forces pour aller jusqu'au bout de leur combat.
Je suis dans l'attente. Je pense que cette attente, elle durera jusqu'à ce qu'on puisse avoir une réponse et qu'on puisse savoir vraiment ce qui est arrivé à Joséphine. Puisque tant qu'on n'a pas de réponse, on pourra pas rester les bras croisés, c'est pas possible. Elle a le droit et elle mérite d'être reconnue et de pas être considérée comme quelqu'un de suicidaire et d'une jeune fille qui a eu le cœur brisé. C'est faux. C'est faux. Pas Joséphine en tout cas. Aucune place pour la résignation, c'est sûr. On veut des réponses, on veut savoir ce qui lui est arrivé et surtout s'il y a des coupables qu'ils payent un jour pour ce qu'ils ont fait. On a tellement eu d'espoir qui retombait, puis espoir, puis retombait. C'est de la torture, franchement, c'est de la torture psychologique. Je veux absolument que tous les amis, les proches, la famille, tout le monde sache ce qui s'est passé, et que la mort de ma fille soit expliquée, et que ça la ramènera pas, mais... Merci d'avoir écouté cet épisode d'Enquête criminelle, le podcast, consacré à l'affaire Joséphine Bernard. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, si ce podcast vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL et RTL.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à la semaine prochaine.